le développement psychomoteur de l'enfant. Qu'on puisse avoir des problèmes de lecture, d'apprentissage, de compréhension, d'agitation, de comportement à cause de ce développement, voilà qui pour le sens commun est un peu plus surprenant. Comme on est des êtres à la fois physiques, psychologiques, physiologiques, enfin, dans une unité, les conséquences sont beaucoup plus grandes que ce que nous croyons spontanément. Oui, c'est ça. En fait, on part du principe que quand l'enfant il rentre en CP, son corps il est prêt pour apprendre. Mais en fait, la majorité des enfants, le corps il n'est pas prêt pour rester assis sur une chaise et ils n'arrivent pas à contrôler l'immobilité et le corps bouge. Et on va voir qu'il y a plein de réflexes qui sont en lien avec ce côté un peu je bouge tout le temps. Mais après, au-delà de ça, écrire finalement c'est quoi? C'est la main qui bouge sur la feuille. Lire c'est quoi? C'est des yeux qui bougent. Il faut que la tête elle bouge sans que le reste du corps il bouge et que l'œil il puisse bouger. Donc en fait, il y a plein de compétences qu'on pense intellectuelles, lire, écrire, mais en fait, c'est de la compétence motrice. Il faut que la tête, elle ne bouge pas et que les yeux puissent suivre une ligne. Quand un enfant a des difficultés à l'école, quand il est trop tendu, en colère, qu'il n'apprend pas très bien, tout de suite, et automatiquement, on a l'impression qu'il a de la mauvaise volonté ou qu'il a un problème psychologique. Et si on avait tout faux? Et si ces problèmes venaient de son développement psychomoteur, qu'on comprend aujourd'hui de manière vraiment précise? Peut-être même vous, adultes, certaines difficultés que vous avez viennent peut-être de votre développement psychomoteur quand vous étiez enfant, et vous allez enfin avoir la clé pour vous comprendre vos enfants. Voilà ce que je vous propose dans cet épisode de Dialogue. Je suis Fabrice Midal, philosophe, auteur de nombreux livres dont Foutez-vous la paix, il faut bien se foutre la paix de temps en temps, fondateur aussi de Réseau, la principale communauté de pratiquants de méditation en France. C'est tout de suite, c'est sur Dialogue et vous allez voir, c'est passionnant. Bonjour. Bonjour Fabrice. Bonjour Capucine, bonjour Isabelle. J'ai très heureux de vous recevoir. On va parler de difficultés que rencontrent les enfants, que souvent on diagnostique comme un problème psychologique, des fois de mauvaise foi, et qui dépend absolument d'un domaine très mécompris, très méconnu, le développement psychomoteur de l'enfant. Donc c'est vraiment fascinant et très libérateur, parce qu'il y a plein de choses qu'on croit des problèmes graves ou des voies sans issue apparaissent au contraire comme juste une mécompréhension de phénomènes et de principes physiologiques fondamentaux. Comment, Capucine, tu en es arrivée à te passionner pour ce développement-là? Je me suis passionnée pour ce développement-là parce que déjà, moi-même, je suis dyslexique et j'ai vu des conférences sur l'intégration des réflexes archaïques. Ça a vraiment fait le lien dans ma pratique aussi au cabinet où moi, je travaillais déjà en tant qu'ostéopathe sur le mouvement, sur des exercices, sur débloquer des choses, mais je n'avais pas compris qu'on pouvait aussi aider à travers le mouvement justement tous ces enfants qui souffrent de dyslexie, de troubles déficitaires de l'attention, d'hyperactivité. Et en fait, le corps et les réflexes archaïques peuvent nous aider pour toutes ces problématiques-là. Quels sont les différents types de personnes qui viennent te consulter? Quels sont les différents types de problèmes qui peuvent être réglés facilement si on les comprenait? Alors, on a des enfants qui vont être agités, qui vont avoir du mal à tenir assis sur leur chaise. On va avoir des enfants qui ont du mal à retenir, à apprendre parce qu'ils y arrivent à la maison, puis arrivés à l'école, comme tout a disparu de leur cerveau. On va aussi souvent avoir des associations avec des difficultés motrices où ils vont avoir du mal à faire du vélo, de la balançoire. Ils vont avoir du mal à nager sur le dos, par exemple. On va avoir aussi des problèmes de dysgraphie parce qu'on a beaucoup de réflexes au niveau de la main qui vont rentrer en jeu. Donc c'est pas sûr, parce que à la rigueur, je comprendrais, avant de t'avoir lu, j'aurais compris, bon, on a du mal à faire du vélo ou à se mettre sur le dos parce qu'il y a des choses physiologiques qu'on n'a pas très bien compris. Mais qu'on puisse avoir des problèmes de lecture, d'apprentissage, de compréhension, d'agitation, de comportement à cause de ce développement, voilà
qui, pour le sens commun, est un peu plus surprenant. Et donc, ça montre que ce que tu étudies, une fois de plus, n'est pas que cantonné au physique, mais qui, comme on est des êtres à la fois physiques, psychologiques, physiologiques, enfin, dans une unité, les conséquences sont beaucoup plus grandes que ce que nous croyons spontanément. Est-ce que j'ai raison ? Oui, c'est ça. En fait, on part du principe que quand l'enfant il rentre en CP, son corps il est prêt pour apprendre. Mais en fait, la majorité des enfants, le corps il n'est pas prêt pour rester assis sur une chaise et ils n'arrivent pas à contrôler l'immobilité et le corps bouge. Et on va voir qu'il y a plein de réflexes qui sont en lien avec ce côté un peu je bouge tout le temps. Mais après, au-delà de ça, écrire finalement c'est quoi? C'est la main qui bouge sur la feuille. Lire c'est quoi? C'est des yeux qui bougent. Il faut que la tête elle bouge sans que le reste du corps il bouge et que l'œil il puisse bouger. Donc en fait, il y a plein de compétences qu'on pense intellectuelles, lire, écrire, mais en fait, c'est de la compétence motrice. Il faut que la tête, elle ne bouge pas et que les yeux puissent suivre une ligne. Donc il y a plein d'enfants qu'on n'arrête pas de punir, de trouver qu'ils sont insolents, qu'ils ne veulent pas apprendre. Et les pauvres, c'est pas du tout de la mauvaise volonté, c'est pas des caprices, c'est pas pour embêter les profs, c'est juste qu'ils ne peuvent pas pour des raisons physiologiques et qu'il y a des exercices très simples qui pourraient les libérer. Donc au lieu de punir les enfants, peut-être on pourrait leur apprendre quelques principes simples qui permettraient d'apprendre, comme tu dis, à mettre la tête dans l'axe, à pouvoir rester assis, et personne ne parle, personne ne connaît ça. Enfin, très peu de gens connaissent ça. C'est ça, on va faire des exercices aux enfants tous les jours, voilà, pour permettre l'intégration de ces réflexes qui l'enquiquinent. C'est comme un caillou dans la chaussure. Et une fois qu'on a enlevé ce caillou, les enfants vont pouvoir à nouveau accéder à plein de compétences. Et ce qui est absolument fascinant dans le livre, c'est que c'est très simple à mettre en place. C'est pas la peine d'avoir un très grand spécialiste. Le livre déjà permet de comprendre des tas de choses. Alors Isabelle, toi, c'est pas ton domaine premier de compétences. Comment tu en es arrivée à te passionner pour... Alors, je ne sais pas si c'est pas mon premier domaine de compétence, parce qu'en fait, j'ai toujours travaillé beaucoup sur l'émotion, et mon premier domaine de compétence, c'est la psychothérapie. La psychothérapie, c'est pas seulement dans la tête. Pour moi, c'est aussi tout le corps. Et on oublie trop souvent que nous avons un corps, et que le corps et le psychisme sont reliés. Donc oui, on a besoin d'un corps pour pouvoir réguler ses émotions. On a besoin d'un corps pour faire toutes sortes de choses. Et donc notre cerveau, notre intellect n'est pas dissocié de l'ensemble de notre corps. Et donc déjà, dans mon travail de psychothérapeute, j'avais appris à lire un corps et en libérant certaines zones qui pouvaient être contractées, tendues, etc., permettre l'accès à certaines émotions ou à certains fonctionnements mentaux. Donc c'est déjà cette interrelation entre la pensée, les émotions et le corps, ça faisait déjà partie de moi. Mais c'est vrai que j'ai découvert un tout nouveau domaine, et ce dont vous venez de parler là, les difficultés scolaires par exemple, un jour, la maîtresse de ma fille au CP me dit « Quand même, votre fille, elle se fiche de moi. » Pourquoi elle se fiche de vous, ma fille Et donc Elle avait quel âge ? Elle était au CP, donc je Ouais, sais 7 pas, ans. voilà, 7 ans, ok, 7-8 ans, 7 ans. Et donc, je vois avec ma fille et j'essaye de comprendre ce qui se passe. Je ne pouvais pas imaginer que ma fille se fiche de son enseignante. Et quel était le problème? C'est qu'elle me dit, comment est-ce qu'elle se fiche de vous, ma fille? Eh bien, quand je fais une dictée, il n'y a aucune faute. Tandis que dès que j'écris quelque chose au tableau, pour copier les choses au tableau, eh bien, c'est bourré de fautes. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est vrai que ça faisait pas partie de mon domaine de compétence. Je ne savais pas interpréter ça. Heureusement, à l'époque, j'étais en train de créer une école et il y avait là une personne qui était spécialiste des réflexes archaïques. C'est Marie-Claude Maisonneuve. Et elle me dit, je pense bien qu'il peut y avoir des réflexes archaïques, une persistance de réflexes. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que Et c'est c'est que ça? là que j'ai découvert. Les réflexes archaïques, qu'est-ce que c'est que ça?
Eh bien, ça, c'est plutôt le domaine de Capucine, mais les réflexes archaïques, ce sont les réflexes que nous avons à la base, donc archaïques parce qu'ils sont innés et ils sont inscrits à l'intérieur de nous pour nous permettre de développer toutes sortes de mouvements qui vont nous permettre de survivre, en fait. Mais ces réflexes, ils ont une fonction. Ils permettent d'accéder à certains mouvements et petit à petit, on va construire les mouvements volontaires à partir de ces réflexes archaïques. Et ensuite, une fois que le mouvement volontaire est acquis, le réflexe s'en va. Sauf que pour ma fille, certains réflexes n'étaient pas. Donc, elle avait le réflexe de Moreau qui fait que elle avait... On va le présenter dans quelques minutes. On en parlera. Et un autre réflexe qui faisait que finalement, quand elle était... la maîtresse dictait et que donc elle était au-dessus de son cahier et qu'elle n'avait pas à bouger, elle pouvait se concentrer. En revanche, s'il fallait regarder le tableau et baisser la tête, au moment où elle levait ou baissait la tête, son bras avait tendance à partir. Sauf qu'elle le contrôlait, mais en fait, tout son corps mobilisait son énergie, ce qui faisait qu'elle n'avait plus rien dans sa tête et elle ne se souvenait plus. Et donc, du coup, c'était plein d'erreurs, de fautes et de hachés, c'était haché. Et c'est simplement, en fait, ce qu'il y avait dans son corps. Donc, ce qui est très important, ta fille n'était pas là pour ennuyer la maîtresse comme celle-ci le croyait. Exactement. Ta fille pouvait très bien écrire comme ça, mais lever la tête et baisser la tête ne lui permettait pas de maintenir sa concentration. On va expliquer dans quelques minutes pourquoi. Donc ça, c'est... Mais elle a eu de la chance, ta fille, d'avoir une mère qui se pose des questions et qui connaisse quelqu'un. Parce que combien d'enfants sont aujourd'hui punis, sont pris pour coupables, pour être de mauvais enfants, alors qu'ils sont juste prisonniers de réflexes qu'ils ne connaissent pas. Bon, alors il faut qu'on explique maintenant, Capucine, qu'est-ce que c'est ces étranges réflexes archaïques qui nous rendent un service, mais dont il faut un moment s'en débarrasser. Si je parle un peu, voilà, pour quelqu'un qui est un peu néophyte, si j'ai bien compris. Donc les réflexes archaïques, ils apparaissent in utero, donc on sait qu'ils sont déjà présents quand la maman est enceinte et ils sont là pour tout un tas de choses. Ils vont être présents à la naissance, ils vont être très présents et ils vont aider le bébé à naître. Et puis ensuite, ils vont être là en soutien du développement de l'enfant parce que le bébé, il naît très immature. Donc il lui faut de l'aide pour survivre. Et on a tout un tas de réflexes qui sont par exemple alimentaires, qui vont aider le bébé à manger, téter. Donc on a des réflexes de fouissement, succion, déglutition, tout ça c'est réflexes. Et puis progressivement, eh bien, on veut que ces réflexes ils disparaissent. Parce qu'aujourd'hui, si on veut boire un verre, on ne veut pas faire comme ça à chaque fois qu'on boit un verre. C'est pénible. D'accord. Donc on passe d'un mouvement réflexe à un mouvement volontaire. On veut pouvoir contrôler quand on boit quelque chose. Même si on ne se rend pas compte, c'est ça qui est un peu singulier, parce que tu dis que c'est un mouvement volontaire, mais moi quand je bois, je ne réfléchis pas comment je fais pour boire. Donc c'est plutôt qu'on passe d'un réflexe primaire archaïque à un réflexe appris au fond. À nouveau, parce que quand je bois, je ne réfléchis pas. Oui, mais il n'y a pas de réflexe qui se déclenche. D'accord. Ah oui, donc ce n'est pas un réflexe. C'est une pas nouvelle réflexe. habitude. Voilà. C'est un nouveau mouvement. Un nouveau mouvement. Disons que tu vas dire à ton cerveau, je veux boire. D'accord. Et le cerveau, il boit. Il ne fait pas comme ça. Parce que si tu as un réflexe de fouissement, comme un bébé qui cherche le sein, le réflexe de fouissement, le bébé, chaque fois qu'il veut manger, il va faire ça. On a combien de ces réflexes? On sait combien on en a? Oui, il y en a à peu près 70. Il y en a une quarantaine qu'on connaît bien et qu'on sait bien tester et observer. Alors, on va tout de suite en parler d'un. Oui. Le réflexe de Moreau. Qu'est-ce que c'est ce réflexe? Alors, le réflexe de Moreau, il va se déclencher quand la tête du bébé part légèrement en arrière ou quand il y a une chute, pas forcément qu'on laisse tomber, mais voilà, si je prends un bébé et que je le descends de 20 cm, je vais déclencher un réflexe de Moreau. Et le réflexe de Moreau, ça va faire, le bébé, donc la tête part en arrière ou chute et on va... Voilà. Pardon, j'ai cogné le micro. Donc c'est... Voilà, vraiment... un grand mouvement en arrière, ouverture des bras, inspiration, les yeux écarquillés. On a aussi montée d'adrénaline, puisque c'est un réflexe de peur. Et donc, c'est un mouvement qui va contrôler l'axe de la tête et du reste du corps. Alors, quelle est son utilité?
on pense qu'il va participer à la première inspiration quand le bébé y naît, et c'est un réflexe de protection en cas de chute. Et pourquoi ça peut devenir un problème de ne pas le dépasser? C'est bien de dire comme ça, dépasser? On doit dépasser le On va réflexe? dire l'intégrer. Comment Oui. l'intégrer? Voilà. Quel est le problème de ne pas intégrer ce réflexe de Moreau? Ben, ce qui va se passer, c'est que on va avoir il va se retrouver présent alors qu'il n'y a pas de nécessité. C'est-à-dire que si nous, adultes, on chute en arrière, on glisse sur une plaque de verglas, on va refaire un réflexe de Moreau et ça sera normal et protecteur parce qu'on est en train de chuter. Et donc là, il n'y a pas de problème, il s'est déclenché pour la bonne raison, on va dire. Et ce qui va se passer chez les enfants où il n'est pas intégré, c'est qu'il va se déclencher alors qu'il n'y a pas de raison qu'il se déclenche. C'est-à-dire qu'il y a du brouhaha dans la classe, eh ben, on va commencer à avoir ce petit réflexe de Moreau qui va arriver. Ils ont du monde derrière eux, ils ne se sentent pas bien en sécurité. Il faut faire la planche à la piscine ou pencher la tête en arrière. Voilà, c'est pas très bien. Et donc, C'est pour ça que ma fille ne supportait pas qu'on lui lave les cheveux. Parce que en fait, je ne comprenais pas pourquoi elle ne supportait pas qu'on lui lave les cheveux jusqu'à ce qu'on découvre toute cette histoire de réflexe de Moreau. Parce que, en fait, le simple fait de devoir pencher la tête en arrière pour mettre la douchette, eh bien, c'était ce geste-là déclenchait la panique. La panique, d'accord. Et alors ça, c'est un problème. Et surtout, l'autre problème, c'est que il faut faire l'inverse. Quand on tombe la plupart du temps, au lieu de mettre les mains en arrière, il faut les mettre devant soi. alors, ça dépend comment on tombe. Si on tombe en arrière, on va faire un Moreau. Si on tombe en avant, on va faire un réflexe parachute. Et quand ce réflexe de Moreau est trop... Voilà, on en est trop prisonnier, on ne saura pas mettre les mains devant. C'est ça? Pas tout à fait. Non, pas tout à fait. C'est vraiment, ça dépend. C'est-à-dire que si on tombe en avant, on va faire réflexe parachute. Et si on tombe en arrière, on va faire du Moreau. C'est deux réflexes pour... c'est comme s'il y avait une protection pour devant puis une protection pour derrière. Donc ça marche bien. Si on tombe réellement, il faut que le réflexe se déclenche. Oui, c'est normal. Et donc, c'est pas parce qu'on a le réflexe de Moreau qui est trop présent qu'on va pas réussir à faire le réflexe parachute. Non, pas forcément. D'accord. Donc, le problème du réflexe de Moreau, c'est surtout... C'est-à-dire qu'il va être présent, par exemple, là, maintenant. C'est-à-dire que si j'avais un Moreau qui était trop présent, le fait d'être interviewé et tout ça crée un petit stress et pourrait activer mon réflexe de Moreau alors qu'il n'y a pas de raison, que je ne suis pas en train de tomber, en fait. C'est-à-dire que c'est hors des situations où je tombe, le réflexe de Moreau va se mettre en route. Normalement, le réflexe s'atténue à quel âge? Et jusqu'à quel âge il peut perdurer? Alors, le réflexe, il va normalement disparaître vers 5-6 mois. Et ensuite, il peut perdurer toute la vie. C'est-à-dire que si on a un réflexe qui est trop fort, c'est pas quelque chose qui... Si on ne fait pas d'exercice, il n'y a pas de raison qu'il disparaisse. Donc, on peut avoir, en tant qu'adulte, encore des réflexes non intégrés. Et ce qui est assez facile avec les réflexes, c'est qu'on a des tests. Donc, on va juste faire les tests. Et si on a un réflexe qui est encore présent, on va le voir, tout simplement. Et ça se soigne? Si à 30 ans, je me rends compte que j'ai le réflexe de Moreau, et que, donc il aurait dû s'intégrer quand j'ai eu 5-6 mois, qu'est-ce que je peux faire? On va faire des mouvements qui n'ont souvent pas été faits dans l'enfance pour intégrer ce réflexe. Les réflexes, ils vont s'intégrer avec le développement moteur. C'est-à-dire que quand l'enfant il va se retourner, ramper, faire du quatre pattes, il va user ses réflexes. Il va aller progressivement. Donc, en fonction des étapes du développement moteur, ils vont intégrer différents réflexes. Mais si l'enfant pratique bien en quantité suffisante toutes ces étapes, progressivement, il va faire disparaître tous ces réflexes les uns derrière les autres. Donc, c'est important de marcher à quatre pattes. C'est important de marcher à quatre pattes. En fait, c'est une des raisons pour lesquelles ma fille avait ce réflexe, cette permanence du réflexe de Moreau, parce que moi, je ne savais pas tout ça, et j'ai fait à peu près toutes les erreurs que je sais maintenant sont des erreurs. Par exemple qui était par exemple de l'asseoir contre des coussins pour qu'elle soit confortable, de la mettre dans un transat, de ne pas la faire forcément ramper. Elle a quasiment pas rampé sur le ventre et elle n'a pas fait de quatre pattes. Elle a marché très rapidement, elle a marché un peu avant 1 an et j'étais contente, je lui tenais les mains en haut et je pensais qu'elle se développait normalement parce qu'en fait, nous n'avons pas la plupart du temps d'informations sur qu'est-ce qui est naturel, normal et utile et on ne comprend pas pourquoi
pourquoi, enfin, en tout cas, moi, je ne comprenais pas pour quelle raison un enfant avait besoin de faire du quatre pattes. Et donc, c'est vraiment dans le travail avec Marie-Claude Maisonneuve, puis ensuite avec Capucine, que j'ai pu mesurer à quel point c'est important. Tu disais tout à l'heure que aujourd'hui en Amérique, on considère que marcher à quatre pattes doit survenir plus tard. Oui, ça c'est Tu trouvais que tu trouves que c'est problématique, que cette dimension du quatre pattes, elle joue un rôle et qu'il faut encourager l'enfant à marcher à quatre pattes, que c'est... Oui, ça va même commencer. Ça va quand même. En fait, le développement moteur, ça commence très tôt. Et en fait, le développement moteur, on pourrait même considérer que ça commence pendant la naissance, puisque le bébé, il est actif dans le processus de naissance grâce à ses réflexes archaïques. Et ensuite, finalement, la première étape du développement moteur, pour moi, ça va être tenir sa tête. Être capable de contrôler sa tête. Et on a beaucoup de réflexes qui vont avoir un lien entre la tête et le reste du corps. Donc, c'est-à-dire que quand je bouge la tête, ça fait bouger une autre partie de mon corps. Et donc, ce qu'on disait au tout début, là, c'est que pour pouvoir lire, écrire, eh bien, il faut que je puisse avoir ma tête et mon tronc qui tiennent et que mes yeux bougent ou que ma main bouge. Et donc, ces grands réflexes qui travaillent dans l'axe, s'ils perdurent, ça va poser des problèmes plus tard. Et donc, pour pouvoir intégrer ces réflexes-là, il faut déjà que le bébé tienne sa tête. Ensuite, on va avoir le retournement. Donc là, retournement du dos au ventre, du ventre au dos, dans les deux sens. Et donc ça va intégrer un autre réflexe qui s'appelle le réflexe tonique asymétrique du cou. Le réflexe tonique asymétrique du cou, c'est quand la tête, elle tourne, on va faire ce mouvement d'escrimeur. Et ça va faire la même chose au niveau des jambes. Et quand le bébé il va se retourner, eh bien, il va commencer à dissocier le mouvement de la tête des mouvements des épaules. Non, je me retourne et donc on va dissocier le bras de la tête. Ça, c'est un des principaux réflexes qu'on va retrouver dans les difficultés d'apprentissage parce que la tête, elle va fonctionner avec le bras. Et donc, on va avoir des enfants qui ils vont fonctionner que comme un côté et puis l'autre côté séparément. Ils ont du mal à faire le schéma croisé, donc à croiser bras et jambes, par exemple. Ils vont avoir du mal à croiser la ligne médiane. Ça va être des enfants qui ils vont avoir tendance à essayer d'immobiliser toute une partie du corps pour que l'autre puisse fonctionner tranquillement. Donc, on va retrouver des enfants qui vont tenir un œil, s'avachir sur la table, entortiller les jambes sur voilà. Au pied de la chaise. Au pied de la chaise. Donc, c'est des enfants qui vont mettre un quart d'heure à s'installer avant d'écrire parce qu'ils ont besoin d'abord d'immobiliser tout un côté du corps pour pouvoir travailler. C'est des enfants qui, par exemple, comme ils ne veulent pas croiser la ligne médiane, ils vont jouer au sport de raquette main droite, mais ils ne vont pas faire de revers. Ils vont changer la raquette de main. Je ne veux pas croiser la ligne médiane, en fait. Voilà. On sent qu'ils s'en rendent compte. Mais moi, ce que je voulais voir, c'était le lien entre ça et donc, tu as parlé de se retourner, mais après, ramper et les quatre pattes, pourquoi c'est important ? Et donc, le retournement, ça va commencer à intégrer ce réflexe-là. Et ensuite, on va avoir le ramper et le quatre pattes qui vont aussi continuer à intégrer les réflexes à différents niveaux. Parce que là, on va avoir, au niveau du ramper, on va commencer à avoir des enfants qui vont faire bras et jambes opposés, droite et gauche. Donc, on va commencer à différencier ça. Et puis, on a aussi des réflexes. On a des réflexes pour le ramper qui s'appelle le réflexe de reptation. Donc, qui vont être là en soutien avant que l'enfant puisse ramper. Et après, au niveau du quatre pattes, on a aussi tout un tas de réflexes. On a des réflexes qui vont disparaître, puis des réflexes qui vont apparaître. C'est vraiment une phase importante dans la disparition et l'apparition de certains réflexes. Et ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, aux États-Unis, ils ont carrément enlevé le quatre pattes comme compétence à acquérir. Donc, ça n'existe même plus. On n'attend plus des enfants qui fassent du quatre pattes. Et c'est un problème. Et c'est un problème parce que ça va participer à intégrer tout un tas de réflexes. Pourquoi ils font ça ? Parce que c'est la réalité de ce qui se passe aujourd'hui et qu'on a beaucoup d'enfants qui ne vont pas se retourner, qui ne vont pas faire de quatre pattes et qui vont finir par... parce qu'à la fin, tous les enfants marchent. Et donc, finalement, on se dit, le quatre pattes, ce n'est pas si important. Parce qu'on ne comprend pas que le quatre pattes va participer à l'intégration de ces réflexes archaïques. Et au-delà des réflexes archaïques, moi, je suis aussi ostéopathe. Et donc, je sais que toutes ces étapes du développement moteur, elles vont participer à la bonne mise en place des cambrures de notre colonne vertébrale. Le bébé, quand il naît, il est tout rond, c'est une petite boule, il est tout rond. Et si on veut faire un adulte équilibré, eh bien, il nous faut une cambrure cervicale et une cambrure lombaire
Et ça, c'est ce que va développer l'enfant quand il fait son retournement, son rampé, son quatre pattes. Il va créer toutes ces cambrures pour pouvoir être debout, équilibré. Et s'il ne fait pas ça, ils vont quand même marcher, mais ils vont trouver d'autres stratégies pour tenir debout. Donc on va se retrouver avec des gens qui ont des colonnes soit très droites, soit des cambrures qui ne sont pas vraiment au bon endroit. Et puis ensuite, souvent, on a une compensation au niveau des jambes, avec soit les jambes qui sont arquées, soit les jambes qui sont en L. Où là aussi, on peut avoir des fois certains réflexes qui sont en jeu. Mais on a une idée pourquoi les enfants actuels marchent moins à quatre pattes. Puisque tu dis que tu en vois beaucoup dans ton cabinet, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Enfin, est-ce que tu as une interprétation? Je ne sais pas Oui, s'il y a beaucoup de recherches encore détaillées là-dessus, mais est-ce que tu as au moins quelques débuts d'interprétation? bon, on se sédentarise tous et donc forcément, Les enfants aussi? les enfants aussi, les bébés Non, se sédentarisent aussi. Donc non. on va les mettre dans un siège coq où ils vont rester des fois plusieurs heures. Donc on sait aujourd'hui que le fait de les immobiliser, même quelques heures, ça va avoir un impact sur leur développement moteur. Donc C'est dingue. Ah là, je suis complètement estomaqué parce que on voit, j'en ai souvent parlé dans ma chaîne, tous les problèmes des adultes qui sont trop sédentaires, les enfants qui sont trop sédentaires. Mais alors, je ne m'attendais pas que même les bébés sont sédentaires. Donc, c'est pour ça qu'ils vont passer directement, au fond, d'une certaine immobilité à la marche. Ah oui, parce que des parents ne veulent pas laisser leurs enfants marcher à quatre pattes partout, pensent que c'est pas complètement sécure et se rendent pas compte que c'est pourtant fondamental pour eux. C'est ça, par Ou- exemple? Oui, il y a différents Profil. profils, mais voilà, on va beaucoup les mettre voilà, dans des contenants divers et variés. Et on s'inquiète du développement moteur, je trouve, de plus en plus tard. On va avoir tendance à les laisser nourrissons très longtemps, tout petit bébé, alors qu'en fait, rapidement, un enfant, il doit pouvoir tenir sa tête, se retourner. Et pour ça, il a besoin de temps. Il y a un certain volume où il a besoin d'expérimenter. Et ça, si ça ne lui est pas proposé, eh bien, il va avoir du mal à acquérir ces compétences. Alors là, il y a un autre point complètement dingue que j'ai découvert en lisant votre livre, c'est que les bébés tiennent leur tête assez tard, il y a une sorte de presque de consensus que c'est difficile, que ça peut se faire tard. Et on se rend compte que dans la plupart des pays, par exemple les pays africains, les enfants tiennent leur tête beaucoup plus tôt. Je crois que c'est 2 mois contre 5 mois. C'est ça? Ou en France, ils tiennent quand même un peu avant, mais oui, il y a quand même une différence. En fait, il y a cette idée chez nous que la tête, c'est fragile. Et donc, on va souvent entendre il faut tenir la tête, il faut tenir la tête. Mais c'est plutôt une histoire de position. C'est-à-dire qu'effectivement, si je relève un enfant qui est sur le dos et que j'essaie de l'asseoir, le premier mois, la tête, elle va partir en arrière. Mais normalement, à 1 mois, si je fais ça, la tête, elle est censée tenir. Sauf qu'aujourd'hui, on va beaucoup, beaucoup tenir la tête des bébés et finalement, ils n'ont plus l'occasion de la tenir eux-mêmes. Et donc, il faut leur offrir comme cadeau des expériences motrices pour qu'ils puissent développer cette tonicité. C'est dingue. On croit bien Muscler, en faire. fait. Comment? Muscler le cou, en fait, tout simplement. On Et croit bien faire en tenant la tête du bébé. On croit qu'on va l'aider. Au fond, on est un tout petit peu trop protecteur. Et en fait, on ne le laisse pas se développer. C'est ça. alors, ça ne veut pas dire qu'il faut jamais tenir la Bien tête. sûr. On soutient la tête lorsque, par exemple, on le relève comme ça, mais il y a manière de le relever en tournant légèrement pour que, justement, il puisse tenir sa tête et petit à petit muscler son cou. Quand un bébé est trop souvent dans un transat ou dans un siège-coq, hein, eh ben, il muscle rien du tout. Il est toujours en appui comme ça et finalement, il n'a pas l'occasion de tenir sa tête, hein. S'il est porté davantage par les parents ou par d'autres personnes, eh bien, il a un petit peu de stimulation. En fait, c'est ce qui est vraiment essentiel, parce que notre livre, il parle beaucoup des réflexes archaïques, mais il parle aussi de la musculation, de comment on a besoin d'exercices pour pouvoir développer les muscles qui permettent d'avoir cette tonicité et d'être voilà, présent au monde. Alors, bon, je vais faire un peu l'avocat du diable. Quel est le problème si mon bébé tient sa tête à 5 mois ou 4 mois plutôt qu'à 1 mois?
Alors, en général, tout va découler. C'est-à-dire que s'il la tient qu'à 5 mois, il va être capable de se retourner que quelques mois plus tard, puis faire du quatre pattes que quelques mois plus tard. En Ah, fait, ça va décaler tous les apprentissages. Et c'est un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui, où on va avoir des enfants qui vont se retourner à 7-8 mois, puis qui vont faire du quatre pattes à 10-12 et qui vont finir par marcher à 18 mois. Donc, en fait, on va avoir juste un décalage dans les apprentissages. Et aujourd'hui, on a quand même certaines études qui nous montrent que ce développement moteur, il est en lien avec le développement cognitif plus tard. Donc, comme par hasard, à nouveau, le lien entre le corps et l'esprit se montre. Et donc, permettre à l'enfant de tenir sa tête, c'est lui permettre plein d'autres choses dans sa manière d'être. Je voulais parler d'un autre réflexe pour qu'on comprenne un peu les réflexes. Le réflexe spinal de Galant. Ils ont des noms vraiment tout à fait singuliers. Qu'est-ce que c'est le réflexe spinal de Galant? donc c'est un réflexe qui va se déclencher par le toucher. Hein. Donc dans le dos, on va partir au niveau des côtes jusqu'en haut des fesses, le long de la colonne vertébrale. Et juste, on va toucher la peau du bébé. Et quand on fait ça, ça déclenche une inclinaison. Donc c'est un réflexe qui est des deux côtés, à droite et à gauche. Donc il va aider aussi le bébé, par exemple, dans le retournement, puisque pour se retourner, il y a un moment, il faut un peu cette inclinaison. Donc, ce réflexe, au tout début, permet à l'enfant de se retourner, donc il est bénéfique au tout début. Oui, on pense aussi qu'il va aider pour la naissance, parce que ce mouvement, il est intéressant pour sortir. Et Mais au ensuite, bout d'un moment, il faut l'intégrer. voilà, Et vers quel âge ce réflexe doit être intégré? c'est un réflexe qui va s'intégrer entre 3 et 9 mois, et ça dépend bien sûr de qu'est-ce que l'enfant il va faire. C'est-à-dire que celui qui se retourne à 3 mois et qui rampe à 6, eh ben, il va l'intégrer plus vite que celui qui se retourne à 6 et qui rampe après. Donc le réflexe, en fait, permet au bébé de comprendre qu'il doit se retourner. Une fois qu'il a compris, il n'a plus besoin de ce réflexe. Voilà, c'est ça. Alors quand le réflexe perdure, et donc il peut perdurer très longtemps, Mm. ça fait des enfants qui ont plein de difficultés qu'on n'imaginerait pas liées à ça. Quels sont les différents types de problèmes qu'un enfant peut avoir et qui sont dus au réflexe spinal de Galant? Le réflexe spinal de Galant, sa caractéristique, c'est vraiment les enfants qui ne tiennent pas en place sur leur chaise, parce que c'est le dossier de la chaise qui va déclencher le réflexe. Donc, c'est des enfants qui se tortillent sans arrêt Non, sur ça leur c'est chaise. juste, mais c'est juste dingue. Des enfants qui se tortillent, par exemple, à 7-8 ans, Mm. c'est que ce réflexe qui aurait dû disparaître au plus tard vers 9 mois, ah mais c'est dingue. Après, il y a aussi chatouilleux. Voilà, on va penser à tort qu'ils sont chatouilleux. C'est des enfants qui vont pas supporter les étiquettes, les vêtements trop serrés. Ils peuvent être très sensibles sur les textures de vêtements, voilà, s'il y a une ceinture, voilà, toutes ces choses-là. C'est un peu mon cas. Je découvre à mon âge avancé que j'ai sans doute eu un petit problème avec le réflexe spinal de Galant. Et tu montres que ça peut même avoir des répercussions sur le pipi au lit. Oui, Alors là, ça, quel est le lien? alors, on ne sait pas exactement, mais ce qu'on sait, c'est que si on stimule bilatéralement le réflexe de Galant, on va provoquer la miction chez le bébé. Donc voilà, on sait qu'il y a un lien, mais on ne sait pas exactement l'expliquer pourquoi. Donc, travailler sur le réflexe spinal de Galant, aider à qu'il s'intègre, peut régler le problème. On verra après qu'il y a d'autres manières de comprendre le pipi au lit, mais ça pourrait régler le problème. Voilà, oui, on a deux grandes causes qui vont faire ça, c'est les problèmes de respiration buccale et puis les réflexes de Galant. Donc on a des enfants qui ont les deux, puis il y a des enfants qui ont un des problèmes ou l'autre. Encore là, dingue. Moi, je me souviens, enfant en colonie de vacances, des petits garçons qui faisaient pipi au lit, qui étaient punis, qu'on sortait les draps mouillés dans la cour pour leur faire honte, comme c'était une question de volonté. Et peut-être ils n'avaient juste pas intégré le réflexe spinal de Galant. Alors, pour la plupart des cas, ça s'intègre juste dans le mouvement naturel de l'enfant. Il se retourne, il rampe, il marche à quatre pattes, ça se fait tout seul. Comment on fait quand un enfant vient te voir et que tu te rends compte, en faisant des tests, que ce réflexe n'est pas intégré? Prenons un enfant de 5 ans. Qui est un problème de réflexe de Galant. Voilà, comment tu fais pour le rééduquer? Est-ce que c'est compliqué?
Non, c'est pas très compliqué. Le réflexe de Galland, donc c'est un réflexe cutané, donc c'est déclenché quand je touche. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est on va masser le dos des enfants, et ce qu'on veut, c'est que le réflexe ne se déclenche pas. Donc il faut qu'on masse suffisamment profond, suffisamment appuyé pour ne pas déclencher. Et donc il y a des enfants qui sont très très chatouilleux. Des fois, on met du temps à ce qu'ils juste ils supportent de pouvoir de toucher et masser. Et ensuite, il va s'intégrer avec le rampé. Donc on peut reproposer à un enfant de 5 ans de faire des petits parcours moteurs dans la maison et de ramper, tout simplement. C'est dingue. Parce que je trouve inouï, bon, d'abord c'est un continent que peu de gens connaissent, mais en plus que ça se remet en ordre assez facilement. C'est ça qui est, c'est pas des choses très compliquées. C'est pas des choses très compliquées. On peut déjà commencer à pratiquer à la maison. Puis après, bien forcément, si on est avec un thérapeute, on va être sur des exercices un peu plus spécifiques. On va pouvoir travailler d'autres choses. Voilà. Mais oui, effectivement, on peut commencer assez facilement à la maison. Donc c'est bien. Donc il faut encourager les enfants à jouer au serpent dans la maison. C'est tout à fait, plutôt que les mettre, comme on voit catastrophiquement des parents mettre leurs enfants devant les écrans très tôt, faites ramper les enfants, faites-les jouer au serpent. Et il y a une étude dont vous parlez dans votre livre. On a fait dans une école des exercices d'intégration des réflexes archaïques sous la supervision d'un enseignant, juste pendant 10 minutes par jour. Donc on a formé les enseignants et on a montré que ça faisait des... Enfin, en plus, c'était un groupe assez important, je crois un peu moins de 1000 enfants, et ça a eu des répercussions très importantes dans leur capacité d'attention, de concentration, de rapport avec les autres enfants. Donc c'est assez vertigineux. Oui, je pense que tous les enseignants auraient intérêt à connaître d'autres exercices à pouvoir pratiquer avant de commencer, ou quand c'est un sujet un peu plus compliqué, ou quand la classe commence à être un peu plus agitée, on pourrait faire dire pause, allez, exercice des réflexes, et ensuite on reprend. C'est dingue. Et l'étude montre que c'était surtout aidant pour les enfants qui avaient des difficultés de lecture. Mais c'est dingue. C'est juste dingue, parce que des enfants qui ont des problèmes de lecture, soit on pense que c'est un problème qui ne sont pas assez concentrés, qui ne veulent pas bien faire, qui font exprès, ou qui sont limités intellectuellement. En fait, dans plein de cas, c'est juste Les réflexes. les réflexes. Qu'ils n'ont pas, ils ont pas assez marché à quatre pattes. Et ce qui est assez... ce que j'aime beaucoup avec les réflexes, c'est qu'on peut facilement les tester. Donc ça veut dire que si je teste et que j'en trouve pas, eh ben, le problème, il vient d'ailleurs. Donc c'est assez... On fait vite le tri, en fait. C'est-à-dire qu'on va faire tous nos tests, et si on a, on peut travailler, donner les exercices, et si on n'a pas, ben, il peut y avoir d'autres problèmes aussi, mais c'est assez vite... on a assez vite fait le tri, en fait, si c'est ça ou pas. Alors, la plupart des adultes ne sont pas du tout au courant de ça. Mais alors, les sportifs de haut niveau, eux, ils connaissent ça très très bien, parce que tous les sportifs de haut niveau testent pour être sûrs qu'il n'y a pas un réflexe qui est resté et qui limiterait leur performance. C'est ça ? Alors, pas tous, mais disons que c'est quelque chose qui est passé dans le monde du sport de haut niveau, justement pour améliorer la performance, améliorer tous les sports où il y a des balles, coordination œil-main, ou voilà. Donc, il y a tous les sports où il y a besoin de précision. Ils vont être intéressés pour l'intégration des réflexes archaïques pour améliorer leurs gestes. Alors aussi, ce qui m'a vraiment surpris dans tout ce travail, c'est le TDAH, donc ce déficit d'attention qui touche de plus en plus de gens. Eh bien, on se rend compte qu'il y a un lien entre le TDAH et ces réflexes archaïques non intégrés. Oui, on a des études qui ont montré que les enfants qui ont des TDAH, ils ont plus souvent des réflexes non intégrés. Donc, ils vont vraiment bénéficier encore plus que les autres de ce travail d'intégration des réflexes, et ça va vraiment améliorer leur capacité d'apprentissage, de lecture dans ces problématiques-là. Alors, il y a un autre axe du livre, TT. Tu racontes dans le livre qu'en tant que coprésidente de la commission des 1000 jours, le gouvernement a mis une commission pour essayer de réfléchir à comment aider les parents à accompagner leurs enfants dans les 1000 premiers jours. Tu racontes que quand la commission a commencé, vous avez eu un témoignage d'une femme. Peut-être tu peux Oui, c'était le jour de l'installation de la commission, et donc il y avait Emmanuel Macron qui présidait notre rencontre, et donc les 18 experts de la commission étaient présents, et des parents. Et une des mamans, Bérénice, raconte son expérience,
Et elle raconte que sa première enfant avait beaucoup de mal à téter. Elle tétait mal, elle ne prenait pas de poids et du coup, ben, elle est assez rapidement passée au biberon. Une deuxième enfant, elle a eu, elle tétait aussi très difficilement et elle avait beaucoup de crevasses au sein. Elle nous raconte toute cette détresse, hein. Elle aurait voulu allaiter, mais elle n'a pas trouvé les solutions et elle n'a pas été suffisamment aidée. Même, moi, ce Puis, que je trouve fort, c'est qu'elle raconte que les infirmiers lui ont dit qu'elle n'avait pas vraiment assez de motivation. oui, c'est ça qui est complètement C'est ça qui est impressionnant. scandaleux, c'est que il y avait des difficultés, mais au lieu de regarder ce qui se passait dans la bouche du bébé, de regarder comment il y avait adéquation entre le sein et la bouche du bébé, et d'aider cette maman à ce que ça se passe bien, ils ont commencé à culpabiliser la mère pour lui dire: «Oh, mais c'est que vous ne voulez pas vraiment allaiter». Ce qui est, voilà, C'est c'est horrible. cette mise en suspicion de la maman, comme si elle avait eu un non-désir caché, etc., ben, pour camoufler finalement le manque de compétences, parce que malheureusement, il y a beaucoup trop peu d'informations des sages-femmes, de toutes des infirmières, de tout le personnel qui est là autour des mamans. En tout cas, c'était le cas. Maintenant, ça progresse tout de même un petit peu. Donc, on ne va pas tout dire, mais quels sont les grands principes qu'il faut absolument connaître, qui peuvent qu'il faut connaître pour comprendre comment fonctionne l'allaitement, comment faire l'allaitement. L'allaitement, bah, ça va être très lié au réflexe, parce que se nourrir, c'est une question de survie pour le bébé. Et donc, on a plein de réflexes, on a une vingtaine de réflexes qui vont être là pour pouvoir téter. Et simplement, ces réflexes, ils vont être déclenchés dans certaines positions. Donc, du coup, suivant comment on positionne le bébé, les réflexes, ils vont se déclencher ou pas. Et du coup, dans les positions qui sont d'habitude proposées, tous les réflexes ne se déclenchent pas. On va avoir certains réflexes qui vont se déclencher, mais pas la totalité. Et dès qu'on va avoir une problématique d'allaitement, c'est vraiment intéressant d'utiliser tous les réflexes du bébé pour qu'il puisse téter. Donc là, c'est l'inverse de ce qu'on a dit tout à l'heure. Tout à l'heure, on a montré comment il fallait intégrer les réflexes. Là, au contraire, il faut prendre appui sur les réflexes. Et donc, il faut positionner le bébé comme il faut pour que les réflexes fonctionnent et que l'allaitement se passe bien. Alors, quels sont pas... Par exemple, comment il faut le tenir pour... Typiquement, voilà, le problème, c'est que comme on n'a pas allaité pendant des années, hein, ça fait un moment que notre culture a mis l'allaitement un peu de côté, du coup, on n'a pas la culture d'avoir vu des mères allaiter, et nombre de mamans tiennent leur bébé comme une poupée, en fait. Et on espère que ça va marcher, on a cette idée-là. Et bien non, c'est pas tout à fait ça. Et tu me racontais l'expérience d'un tout petit bébé de 4 jours, 5 jours. 5 jours. Oui, il y a quelques années, je reçois une patiente au cabinet. Donc le bébé a 5 jours et ils ont essayé de le mettre au sein. Et donc c'est un bébé hurlement, crie, se jette en arrière. Donc pendant 2 jours, ils essayent, impossible. C'est vraiment le bébé, un refus total. Ils peuvent même pas, rien, il peut même pas prendre une première fois. Donc la décision est prise de le mettre au biberon. Donc je reçois cette maman, donc ça fait 4 jours que le bébé prend des biberons et ça se passe bien au biberon. Mais il y a eu un accouchement un peu compliqué, césarienne, et j'ai cette intuition qu'ils n'ont juste pas mis la bonne position. Donc je demande à la maman, est-ce que vous voulez allaiter? Elle me dit oui, oui. Est-ce que vous voulez qu'on réessaye? Elle me dit oui. Bon, ben, très bien. Donc moi j'ai une table d'ostéo, donc elle est allongée sur le dos. Et là, je vais mettre le bébé sur le ventre. Et quand le bébé est sur le ventre, il déclenche ses réflexes, il va déclencher même des réflexes de reptation. Vous avez peut-être déjà vu des bébés qui sortent du ventre et qui rampent jusqu'au sein. Donc ça, c'est des réflexes qui vont permettre de s'alimenter. Et puis ensuite, on a des réflexes de fouissement, comme on a vu au début, où le bébé va bouger la tête à droite à gauche. Donc ce bébé fait son petit réflexe de fouissement, trouve le sein, l'attrape et tète. Et là... Comme ça, elle a dû avoir beaucoup de lait dans le sein, puisque 5 jours sans rien qui se passe, il y a beaucoup de lait. Et là, le lait qui coule dans la bouche du bébé. Et c'est un bébé qui a été allaité 5-6 mois à la suite de ça. Elle devait être complètement étonnée. En fait, c'est juste qu'elle le tenait pas comme il faut. C'est ça.
Et donc les réflexes n'étaient pas déclenchés, donc il s'agaçait. Et donc voilà, vraiment mettre bien les enfants sur le ventre avec la gravité qui s'exerce dessus pour qu'ils puissent déclencher ces réflexes. En plus, sur le ventre, ils vont vraiment bien ouvrir la tête et donc arriver mieux à ouvrir la bouche, ce qui va être vraiment très intéressant aussi parce qu'on a certains enfants qui vont avoir des problèmes de frein ou de mâchoire qui s'ouvrent pas assez. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors là, une séance chez l'ostéopathe, ça sera bienvenu pour ça, pour retravailler sur l'ouverture ou sur la langue. Mais voilà, vraiment, la position, elle va être importante. J'ai vu une patiente aussi il y a un mois qui avait des crevasses. Donc là, le bébé, il est un peu plus grand. Il a 4 ou 5 mois, mais ça fait 4 ou 5 mois qu'elle a des crevasses, c'est douloureux. Et c'est pareil, cette position-là n'avait pas été proposée. Et finalement, dès que j'ai mis dans cette position que le bébé a mieux placé sa tête, eh bien, la maman, elle me dit « Mais c'est tout ?» Je lui dis « Bah oui, tête, vous avez pas mal. » Je veux dire, il n'y a rien d'autre à faire, en fait. Donc, voilà. Donc, chez ce bébé, il y avait un peu de travail aussi dans la bouche, sur la langue et tout ça. Mais finalement, le gros était quand même la modification de la position. C'est dingue, parce qu'on a beaucoup raconté, et vous en témoignez dans votre livre, on a raconté des fois, c'est le bébé qui inconsciemment ne veut pas téter. Enfin, c'est fou. Il refuse sa maman, qu'il n'aime pas sa mère, et la mère se sent toute coupable en disant « Mon bébé ne m'aime pas, il ne veut pas manger, il ne veut pas, C'est dingue. il me refuse, Encore une etc. » fois, En fait, on va tout de suite à interpréter les situations, alors que non, c'est juste parce qu'on a empêché la nature de faire son travail. C'est quand même... c'est un vrai soulagement. Et des fois, tu suggères aussi de glisser un doigt dans la bouche du bébé, de frotter le palais avec la pulpe du doigt pour enclencher le réflexe. On a, chez certains bébés, normalement, on va avoir l'enchaînement des réflexes. Donc, on va avoir le fouissement et ensuite, on va avoir la succion qui va se déclencher. Et il y a certains bébés chez qui ce réflexe de succion, il est décalé dans la bouche. Et du coup, vous mettez un bout de sein, vous mettez une tétine de biberon, vous mettez votre doigt, le bébé, il tète. Donc, on va se dire, c'est mon sein qui veut pas. Je mets le sein, il veut pas. Je mets un biberon, il veut. Donc, c'est quoi, il tète. C'est pas qu'il veut, d'ailleurs. Il tète. Et du coup, on se dit, au sein, ça marche pas. Mais en fait, c'est juste que l'enfant, des fois, ils vont faire fouissement, puis il s'arrête là. Il n'arrive pas à enclencher le réflexe de succion. Et du coup, en frottant dans le palais, on va déclencher son réflexe de succion. Et du coup, une fois que le réflexe de succion il est mis en route, si le sein il n'est pas trop loin, il va pouvoir téter. Alors, vous démontez tellement de croyances. La croyance « j'ai pas assez de lait », en fait, c'est très très rare que les femmes n'ont pas assez de lait. Il y a des bébés qui, du coup, comme ils n'ont pas bien les réflexes, ils tètent, mais ils ne tètent pas tout à fait autant de la dimension la plus riche du lait. Donc ça peut avoir des problèmes pour leur croissance. Donc les conséquences sont diverses, alors que la solution, elle est souvent très simple. Oui, elle est très simple. Voilà. Pourtant, même des fois, certaines mères qui connaissent déjà un petit peu tout ça, elles ont aussi quand même du mal à le mettre en place. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à demander de l'aide à des femmes qui ont allaité, des femmes qui ont allaité longtemps, qui ont de l'expérience. Voilà. Donc, faut quand même se faire accompagner quand on en a envie, quoi. Oui, il faut lire votre livre où il y a tout est expliqué. Mais alors, je ne sais pas comment vous faites, parce que même moi, j'ai tout compris, alors que... Et alors, il y a des choses aussi, mais complètement dingues, que téter change la forme du visage de l'enfant et joue un rôle, parce que là, il y a un autre problème très important. On a parlé, un des problèmes majeurs, c'est que les enfants ne marchent pas à quatre pattes. L'autre problème, qui est vraiment un vrai problème sanitaire, c'est que la bouche des enfants rétrécit. Et ça, c'est vraiment là indiscutable. Il y a vraiment beaucoup de recherches. On voit que la plupart des enfants n'ont plus de place pour mettre toutes leurs dents. On doit arracher les dents des enfants. Les dents ne se développent pas. Et ça a un lien avec le fait de téter.
C'est ça. En fait, toute la partie inférieure du visage du bébé, elle n'a pas grandi. Donc, ça va être tout ce qui va faire, une fois qu'il est à l'extérieur, qui va la faire grandir. Et donc, c'est l'appui de la langue au palais en permanence, ce qui va faire la croissance du maxillaire. C'est l'utilisation de la langue, c'est l'utilisation des muscles de la mâchoire. Tout ça, ça va permettre de faire grandir toute cette partie inférieure du visage. Et donc, on sait que si les enfants étaient allaités 2 ans, il n'y aurait pas besoin d'orthodontie parce que ça va faire grandir suffisamment le palais. Alors qu'aujourd'hui, on va enlever entre 4 et 8 dents chez les enfants parce que du coup, il n'y a pas assez de succion et le haut biberon, ça ne demande pas suffisamment d'effort, sauf si on modifie comment on donne le biberon, auquel cas, pour rendre la prise de biberon plus compliquée. Donc, si jamais on ne peut pas allaiter son enfant, à ce moment-là, il faut mettre en place des correcteurs pour que l'enfant puisse quand même... C'est ça qu'il faut faire. Oui, il faut lui rendre la succion un peu plus compliquée, un peu plus difficile. Pour le muscler, comme il faut muscler la tête, il faut muscler aussi ça. Et en ne musclant pas, en pensant rendre service, en ne musclant pas la mâchoire des enfants, leur tête ne grandit pas, il n'y a pas la place pour les dents, et ça entraîne beaucoup d'autres problèmes. C'est ça. Et puis, une fois que l'allaitement est terminé ou en parallèle de l'allaitement, les enfants, ils mangent. Donc, suivant ce qu'ils mangent, s'ils vont manger que des purées, des compotes, c'est tout mou. Et donc, c'est pareil, ça ne va pas poursuivre la stimulation de la croissance de la mâchoire. Donc, on a besoin que les enfants, ils croquent, ils mâchent. Tout ça, ça va participer aussi à la croissance de la mâchoire. Dès quel âge ? Alors, les recommandations, elles sont un peu diverses et variées, mais si on prend les réflexes, on a des réflexes main-bouche qui vont permettre de mettre à la bouche. Donc, quand l'enfant est capable de tenir assis et de lui-même mettre des choses à la bouche, c'est qu'il est prêt pour manger. Wow. On n'a pas le temps de parler de tout, mais dernier point, parce que c'est quand même la respiration. C'est un autre axe absolument central du livre. Et alors, qu'est-ce qu'il faut connaître d'indispensable sur la respiration ? Alors, la respiration, déjà, il faut respirer par le nez, exclusivement. Donc, on est tous censés avoir la bouche fermée, la langue au palais. Et on vient de le voir, la langue au palais, ça va participer à la croissance du maxillaire. Donc, tous les enfants qu'on se retrouve avec bouche ouverte et une langue basse, déjà, ça leur donne un peu l'air bête, mais ça va aussi entraîner tout un tas de problématiques. C'est-à-dire qu'ils vont sous-oxygéner et puis ça va donner des problèmes de concentration, des problèmes d'hyperactivité. Voilà, on a toute une... Ça vient de quoi ? De ne pas réussir à mettre la langue au palais et d'avoir la bouche comme tu l'as montré. À cause de quoi ça se fait comme ça ? On a différents facteurs, mais on va retrouver les enfants qui n'ont pas été allaités. Et puis, dans le développement du bébé, on veut vraiment... Les bébés, quand ils naissent rétrognates, et donc ils ont toute la tête qui est en arrière et comme ça. Et on veut que tout ça s'avance pour pouvoir grandir et faire la croissance de la mâchoire. Donc là, on va retrouver aussi le fait d'être à plat ventre, de ramper, de faire du quatre pattes. Tout ça, ça va participer à étirer toute cette zone-là pour que la langue, elle puisse se positionner correctement. Donc on a parfois des enfants, c'est tellement tendu au niveau de la langue et des muscles-là qu'on ne peut pas fermer correctement la bouche. Donc on a vraiment besoin que tout ça, ça soit souple pour pouvoir fermer confortablement. C'est vraiment passionnant. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Non, juste que on a vraiment trop tendance à surinterpréter et à juger les enfants ou les parents en disant c'est ta faute, c'est pas bien, tu devrais faire attention, tu devrais pouvoir faire ceci. Et finalement, on fixe des objectifs aux enfants qu'ils ne peuvent tout simplement pas atteindre parce que leur corps n'y est pas prêt. Et ce que j'ai trouvé important dans ce livre, et c'est pour ça que j'ai trouvé Capucine sur les réseaux pour lui demander, elle mélange plusieurs compétences qui sont l'ostéopathie, la biomécanique, c'est-à-dire comment ça fonctionne le corps, comment ça se construit, et aussi un peu de kinésie. Et donc, elle avait toutes les compétences, en plus de ses talents et de sa culture de sportif de haut niveau. Et donc, pour vraiment comprendre comment le corps se construit et comment ça fonctionne. Parce que quand le parent on comprend
quels sont les besoins de l'enfant pour développer son propre corps, pour développer son mental, pour se développer, eh bien, du coup, il peut faire les gestes justes. Il va avoir les gestes qui vont permettre à l'enfant, il va offrir le terrain de jeu, le terrain d'exploration dont l'enfant a besoin pour pouvoir se construire. Si on dit seulement aux parents, il faut que votre enfant fasse du quatre pattes, il faut porter votre enfant, il faut ceci, il y a trop de il faut, on doit sur les parents, ça, non, ça ne sert à rien et on ne comprend pas forcément. Là, notre objectif avec Capucine, c'était vraiment que chacun puisse comprendre comment ça fonctionne, comment les choses sont interreliées et qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter le développement moteur de l'enfant et du coup soulager les parents de beaucoup, beaucoup de choses. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. J'espère que, une fois de plus, vous avez appris plein de choses et que ça vous a déculpabilisé, donné plein de pistes, parce que vraiment, je crois que c'est ça qui importe, découvrir qu'il y a plein de solutions pour surmonter les difficultés qu'on peut rencontrer, que nos enfants peuvent rencontrer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes et de vous abonner à ma newsletter, Les 3 soleils de Fabrice, que j'envoie tous les lundis matins pour vous faire part des dialogues publiés et que vous ne manquiez rien. Je vous embrasse.